Fabrice Colomb, d'abord merci pour ce livre, Le capitalisme cannibale, la mise en pièces du corps, publié aux éditions L'Échappée. C'est un texte que moi j'ai adoré puisque je l'ai lu en vrai hier. Donc je me suis tout envoyé les quelques 200 pages de ce texte très dense en prenant des notes et j'ai appris beaucoup de choses et donc je suis très heureux de pouvoir discuter avec toi puisqu'on a décidé de se tutoyer avant le début de l'enregistrement avec toi de ce texte. On va évidemment parler de capitalisme. On va parler aussi de cannibalisme parce que nous sommes tous cannibales. Alors, ce n'est pas toi qui a inventé ce concept, hein. Je crois que c'est ce grand anthropologue Claude Lévi-Strauss, si je me trompe pas, je crois que tu en fais mention dans le texte. Et tu vas nous expliquer pourquoi est-ce que nous sommes tous cannibales. Euh, à commencer d'abord par en fait cette nouvelle façon de faire du capitalisme pour qu'il puisse continuer de perdurer, c'est-à-dire de continuer tranquillement à mettre en pièces nos corps pour se l'approprier, le vendre et ensuite grossir, grossir, grossir pour notre bien, bien entendu, essentiellement pour notre santé. Et comme le disait notre ancienne ministre de la Santé, Geneviève Fioraso, la santé, c'est incontestable. Donc, on va s'attaquer à tout ça. Merci pour ce temps passé ensemble. Tu connais, je crois, nos interviews. Et la première question que je pose à tous les invités, c'est pourquoi et sur quoi êtes-vous en train d'agir en ce moment, sachant que le moment peut avoir duré et peut durer encore longtemps. Bien, bonjour, merci beaucoup de ton invitation, Mathieu. Je suis ravi de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Merci de la présentation que tu as faite de mon livre. Alors, c'est une question qui est difficile. Je vais dire que, alors, disons que sur le plan professionnel, en tant qu'enseignant-chercheur, là où je m'engage au quotidien, c'est notamment dans le partage avec les étudiantes et les étudiants des recherches que j'effectue. Donc, c'est dans l'enseignement que mon engagement a lieu, particulièrement en étant au contact de plusieurs dizaines d'étudiantes et d'étudiants tous les ans, où ensemble, on réfléchit à comprendre mieux le monde, à mieux le déconstruire, à mieux mettre en évidence les problèmes qu'il pose. Et donc, c'est vraiment dans ce cadre-là que j'envisage mon engagement, mon action au quotidien, où je me sens d'ailleurs le plus utile, notamment dans l'idée de proposer des relations pédagogiques qui soient le moins industrielles possible, et donc où on connaît nos étudiantes et nos étudiants, où on est vraiment dans des relations où il est possible d'échanger sans que ces échanges soient des échanges entre simplement des numéros, hein. Au contraire, hein, c'est des relations, voilà, des relations d'interconnaissance où chacun peut participer et faire part de ses analyses. Voilà sans doute là au quotidien dans ce dans quoi je m'engage. En préparant un peu l'interview, je me demandais ce qui avait pu te mettre sur la piste de ce texte-là, parce que évidemment, l'appropriation, enfin l'expropriation de nos corps par l'industrie, par la technologie et par le capitalisme, c'est des choses dont on a vent depuis plusieurs décennies. Tu parles notamment en fin de texte de l'écoféminisme, mais il y a beaucoup de penseurs en fait, dès la fin du 19e, et puis plus généralement au début du 20e siècle, notamment avec enfin, Jacques Ellul, Bernard Charbonneau et tout ça, qui ont un peu lancé aussi, enfin relancé cette dynamique. Mais je pensais à Élisée Reclus pardon, par rapport à la fin du 19e. Euh, donc on parle de ça, en fait, on parle de l'appropriation des corps par le capitalisme. Marx en a parlé aussi, et d'autres avant lui, parce que Marx n'a pas tout inventé. Mais ouais, c'est ça, qu'est-ce qui t'a mis sur cette piste-là aussi en fait, de la modernité et
technologisation de chacun de nos organes, quoi, de chacun de nos cellules. Euh, alors, c'est une série d'éléments qui viennent se rejoindre pour m'amener à écrire ce livre. Euh, il y a tout d'abord il y a une double surprise. Il y a une double surprise. La première porte sur le, sur ce qu'on appelle l'opposition entre un truc très concret, hein, entre le don de sang rémunéré et le don de sang gratuit. Cette opposition, spontanément, quand je l'ai un peu découverte par hasard il y a maintenant 7 ans à peu près, elle m'a beaucoup interrogé parce que je trouvais qu'il y avait comme une forme d'oxymore, voilà, d'opposition dans une même expression. Dans le terme de don rémunéré, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, don rémunéré. Je trouvais ça très étrange. Et donc, c'est ça qui m'a amené à essayer de comprendre en fait ce qui se passait dans l'acte de donner son sang, alors même qu'on recevait potentiellement une compensation financière ou même un salaire. Bon. Donc, il y a cet élément très concret, voilà, qui m'a amené à m'interroger sur ce que devenait le corps, en fait, et notamment l'intérieur du corps. Et puis la deuxième surprise, j'en parle un peu dans le bouquin, ça porte autour de l'utilisation du lait maternel. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que devient le lait maternel? Le lait maternel n'est pas uniquement un, un fluide qui est échangé entre la mère et le nourrisson, hein, c'est devenu autre chose. C'est devenu désormais un produit qui s'échange tant pour des haltérophiles en recherche d'un produit qui entretient leur corps que pour produire du fromage ou produire des crèmes anti-rides ou que sais-je. Donc, voilà, il y a ces doubles surprises sur l'utilisation du corps. C'est des cas très concrets qui m'ont amené à m'interroger là-dessus. Et puis, évidemment, là où je te rejoins, c'est que plus généralement, j'ai été à lire, sur les conseils de collègues de l'Université d'Evry, j'ai été amené à lire un livre qui, je pense, a contribué fortement à saisir la manière dont les corps sont, comment dirais-je, un enjeu pour le capitalisme. C'est le livre de Silvia Federici qui s'appelle Le Caliban et la sorcière. Ce livre euh, me m'a vraiment euh, incité à bien saisir combien la maîtrise des corps, leur contrôle et leur connaissance euh, est, un, est décisif pour que le capitalisme puisse s'accroître. Donc voilà, c'est la réunion de ces deux éléments qui m'ont amené à, à poursuivre des analyses qui avaient déjà lieu, comme tu dis, qui ont déjà eu lieu avec Marx, bien sûr, avec d'autres auteurs technocritiques, et donc qui ont amené un peu à actualiser en quelque sorte ce que ce qu'on dit mes illustres prédécesseurs, à actualiser modestement en disant voilà, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a, comment dirais-je, tout ce qu'on a déjà observé sur les corps depuis la naissance du capitalisme se prolonge, se poursuit aujourd'hui en allant à l'intérieur des corps, en fait. Hein, comme dit un auteur, hein, le marché a traversé la frontière de la peau, quoi. Et alors, on va rentrer évidemment dans le cœur du livre là, dès ma prochaine question, mais juste avant, je me posais une question parce que tu parles de capitalisme, mais en fait, on sait que l'industrialisme a précédé le capitalisme et qu'en fait, l'industrialisme, euh, enfin, l'industrie, on va dire, c'est un peu le bras armé du capitalisme. En gros, le capitalisme, c'est quand même construit d'abord sur un système industriel. Et je voulais te poser la question, est-ce que tu as réfléchi dans ce titre, pourquoi est-ce que tu as utilisé le terme capitalisme cannibale et pas, par exemple, l'industrialisme cannibale?
Alors, bon, je ne sais pas si je vais être en mesure de répondre de manière très précise à ta question, d'autant plus que euh, c'est des choses dont on parle beaucoup avec mes collègues. Est-ce que est-ce que j'adopte une posture anticapitaliste? Est-ce que mes écrits sont anticapitalistes ou alors anti-industrialistes? Euh, je, je suis, comme tu le dis, l'industrie est le bras armé du capitalisme. Même si effectivement il y a des formes d'industrialisation qui précèdent le capitalisme, j'ai tendance à penser que j'ai tendance à penser plutôt à partir de cette situation historique précise qu'est la naissance du capitalisme, à compter de, disons, l'invasion européenne des Amériques. Donc, je, effectivement, je crois que je dis parfois que on est face à un traitement industriel du corps, euh, mais disons que, pour être clair, Mathieu, c'est que je pense que mes lectures d'abord m'orientent vers une critique du capitalisme, comprenant le capitalisme comme système englobant l'industrie. Voilà, D'accord. voilà, donc voilà, c'est comme ça que je réponds je botte un peu en touche parce que maintenant je sais très bien que des camarades avec qui je discute beaucoup, euh, ou des camarades par exemple de la décroissance ou en technocritique, voilà, se déclarent d'abord anti-industriels. Bon, bon, je ne suis pas sûr que ce soit contradictoire, simplement, en tout cas, moi, je pense que c'est très lié à mon parcours qui m'a fait identifier le capitalisme comme, disons, le système global qui structure nos vies. Ouais, ouais, ouais. Eh ben, alors rentrons dans le capitalisme cannibale, si tu veux bien. J'ai pris des pages et des pages de notes, donc il va falloir qu'on essaye de faire un peu synthétique. Mais alors, la première partie de ton livre, que j'ai vraiment trouvé passionnante parce que j'ignorais totalement ce que j'y ai trouvé. Donc, tu vois, c'est toujours intéressant d'apprendre des choses en lisant. C'est tout le retour que tu fais sur ce qu'était le corps, notamment au moment du Moyen Âge, ce qu'il est devenu à la fin du Moyen Âge avec la Renaissance et cette bascule qui a eu lieu justement au moment de la Renaissance, avec à la fois les Lumières, le cartésianisme et avant lui le catholicisme, on va dire universaliste, même si techniquement le catholicisme a toujours eu pour vocation d'être universaliste. Mais j'aimerais bien que tu nous fasses un point justement sur l'évolution de la perception de nos corps à titre individuel et collectif. Parce que si je me trompe pas, ce que tu disais, c'était, pour faire court, au cours du Moyen Âge, le corps était collectif et son enveloppe était inattaquable. Il fallait surtout pas y apporter un accroc de façon volontaire, en tout cas. Et tout ça a évolué sur la vision que nous avons du corps aujourd'hui et actuellement, c'est-à-dire qu'il doit être fonctionnel. Et donc, pour être fonctionnel, il faut réparer les pièces qui dysfonctionnent. Alors effectivement, j'explique en quelque sorte le passage d'un rapport au corps à un autre passage au rapport au corps. C'est-à-dire que, en fait, j'explique le point de bascule, en fait. Hein, il y a deux rapports au corps j'analyse en expliquant que on ne peut pas comprendre la marchandisation du corps sans saisir la manière dont nous concevons le corps aujourd'hui. Bon. Donc, et ça, c'est à la suite. Bon, je suis pas du tout le premier. Je reprends les travaux de Le Breton, de nombreux travaux d'anthropologues du corps qui expliquent cela. Bon. Alors, disons que dans une période qui est pré-capitaliste, les pratiques et les manières de voir le corps se définissent comme
l'idée que le corps est le propre de la personne. Il constitue la personne. Il constitue la personne, c'est-à-dire que il est inséparable de la personne. Il n'est pas l'opposé de l'âme, de l'esprit ou de la conscience, comme on veut. Enfin, le corps est animé et l'âme est charnelle, en quelque sorte. Donc, ils sont vraiment imbriqués, les deux. Hein, il n'y a pas d'opposition, même s'il y a une hiérarchie, comme l'explique Jérôme Bachet, mais il y a vraiment une interdépendance, une complémentarité entre ces deux dimensions que sont la dimension charnelle et la dimension immatérielle. Ce qui signifie que le corps ici, dans cette situation précapitaliste, dans la situation médiévale, le corps joue un rôle central, à la fois dans la constitution de la personne, elle le définit en quelque sorte, mais aussi dans la place qu'elle occupe dans la communauté, puisque le corps est le, la manifestation de la relation que l'on a avec les autres, c'est-à-dire que typiquement dans cette perspective-là, le corps doit s'exprimer, il doit faire du bruit, les paies, les rôts, la sueur euh, sont des manifestations qui ne posent pas problème, au contraire, c'est un signe que le corps est là, il est vivant. Et surtout, le corps est à l'image du monde. Hein, il est à l'image du monde, c'est-à-dire que, comme le disent certains anthropologues, hein, le corps est un petit monde dans un grand monde. Et donc, il est complètement lié avec ce monde. Et c'est pour ça que je parle de corps-cosmos. Et donc, dans cette situation-là, dans cette configuration historique, ouvrir le corps, c'est ouvrir le monde. Euh, et donc, donc, il y a une sorte de contrainte normative, en quelque sorte, hein, de dire que en fait, le corps, on ne l'ouvre pas, on n'y touche pas, puisqu'en fait, l'ouvrir, c'est mettre en danger le monde. Bien. Là-dessus, par exemple, il y a un livre formidable de Michel Thibon-Cornillo qui s'appelle Les corps transfigurés, qui raconte très bien ça. Alors, il y a un point de bascule, c'est au moment de la transition vers le capitalisme, hein, au cours disons, entre le XVIe siècle, disons, jusqu'au XVIIIe siècle, en Europe, où là, on passe à une autre situation, où on passe au corps stock, où là, le corps n'est plus considéré comme un constitutif de la personne, mais on considère que le corps est une machine et que la personne se réduit à sa part immatérielle, c'est-à-dire l'âme, la conscience, l'esprit, comme on veut. Donc ici, le corps, là, on n'est plus un corps n'est EST, hein, mais on a un corps, hein, on le possède. Et donc, ce corps est un corps machine, et comme tu le dis, c'est un corps dont on peut remplacer les rouages sans donc remplacer les éléments, on peut transférer les liquides, etc., des fluides de corps à corps, sans mettre en cause la personne. Et ceci est le résultat, bien sûr, de, de la philosophie cartésienne, hein, dans l'idée que, en fait, euh, le corps est assimilé ou identifié, mis à égalité avec des mécanismes. Et donc là, je parle de corps stock, hein, puisque effectivement, on dispose à l'intérieur de ce corps de, de ressources qui peuvent être utiles pour la médecine, pour l'économie, pour tout un tas de choses liées liées à la fois au savoir, mais aussi à la croissance. Voilà. Donc, il y a un point de bascule qui prend du temps, hein, qui prend, disons, un siècle et demi, 2 siècles, hein, mais qui conduit à dire que les rapports au corps ne sont pas les mêmes. Et ce nouveau rapport au corps, le rapport au corps, quand on parle de corps stock, autorise la marchandisation du corps. Et il y a quelque chose qui se crée aussi ou qui se passe à ce moment-là, c'est que, et je pense que je te cite, c'est contrairement à la raison, nos sens nous trompent. C'est-à-dire que euh, tu l'expliques dans le texte, et il n'y a pas que toi, euh, il y a une rationalisation donc de nos corps et aussi de nos affects
Et il y a aussi l'apparition d'une science un peu plus, on va dire, efficace, parce que je crois que tu rappelles que Copernic, par exemple, était encore dans la vieille version de la vision du corps, tandis que Galilée, qui arrive, je ne sais pas combien de décennies plus tard, mais lui bouleverse tout, en fait, justement. Le corps cosmos devient stock, alors que quand on découvre, entre guillemets, un peu qu'on n'est plus seul, quoi, et que le cosmos existe. C'est assez intéressant, quoi. Et est-ce que tu veux bien aussi dire un mot là-dessus, c'est-à-dire sur la rationalisation de la perception de nos corps, que on nous défend en fait, nous ne devenons plus nos corps, quoi. Nous sommes des esprits, nous sommes des purs esprits entourés d'une enveloppe charnelle. Alors, effectivement, c'est un point essentiel. Alors, je vais revenir là-dessus parce que tu as raison, il faut insister là-dessus. Donc, euh, à compter de ce basculement donc avec la philosophie cartésienne, mais ce n'est pas que la philosophie cartésienne, hein, c'est aussi tout simplement l'avènement du capitalisme. En fait, le corps est perçu à la fois comme euh, un, un phénomène dont il faut se méfier, donc un phénomène qui n'est pas fiable et qui est une menace pour le système. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ça? C'est que d'un point de vue de la science moderne qui émerge, le corps dispose de facultés qui ne sont pas certaines. Pourquoi? Parce que, en fait, les sens dont nous disposons nous trompent. À l'inverse, à l'inverse de ce que propose la science, c'est-à-dire notamment, comme l'explique très bien Michel Blais, à l'inverse, en fait, en termes de méthode mathématique, la méthode mathématique est certaine, elle ne nous trompe pas, à l'inverse de ce que de nos sens qui, eux, ont des capacités qui sont limitées et sont même parfois, même peuvent tout simplement nous tromper. Bon. Et donc, il y a une forme de mise à distance oui, de mise à distance, clairement, des facultés propres au corps. Donc, il y a cette dimension-là. Et puis, euh, ceci se raccorde à l'idée que progressivement, on découvre effectivement que le monde est infini. Et donc, pour comprendre ce monde infini, il faut utiliser des outils qui nous permettent de comprendre l'infini, en l'occurrence le langage mathématique. Euh, En revanche, le corps, lui, avec ses facultés, est fini, parce que les sens ne permettent pas de voir euh, euh, au-delà d'un certain horizon, on n'entend pas au-delà d'une certaine distance, etc. etc. Nous avons un corps qui est fixé fini, fermé par la peau, et donc notre corps, finalement, ne nous permet pas de comprendre cet infini. Matériellement, il ne le permet pas. Et donc, il est limité. Alors même que, progressivement, nous cherchons à comprendre un monde qui est infini. Et donc, il y a une contradiction qui se joue là, où, en quelque sorte, le corps et ses facultés n'est pas adapté pour comprendre un monde dans lequel nous vivons. Et donc, seul l'esprit est en mesure de saisir cet infini. En revanche, la part charnelle ne le permet pas. Ce qui conduit donc en quelque sorte à se mettre à distance de l'identification entre la personne et le corps. Hein. Non, la personne, c'est d'abord un esprit, parce que c'est seul l'esprit permet de comprendre le monde qui est infini. Sans compter, sans compter une chose, c'est que il n'y a pas que cette dimension de rationalisation, c'est que le corps est également disqualifié. Hein, il est disqualifié parce que il est une menace. Hein, il est une menace pour le pouvoir en place, notamment parce que durant la période de transition entre la période médiévale et le capitalisme, il y a de nombreuses révoltes. Des révoltes paysannes contre les impôts, contre les intendants, contre l'État. Et ces révoltes menacent l'ordre en place. Et une manière de euh, contrecarrer ces révoltes, bah, c'est notamment de discipliner les corps, et notamment de faire en sorte que les corps rentrent à la maison, hein, et ne soient plus à l'extérieur, hein, pour que ces révoltes
soit comment dirais-je, coupée, en fait, éteinte en quelque sorte. Et est-ce que tu as quelques exemples justement de cette volonté étatique de nous faire rentrer à la maison? Alors, au temps du Moyen Âge, il y avait 100 jours de fête par an. Donc on imagine, on est très très loin des RTT. Et, mais est-ce que tu as quelques exemples à nous citer juste pour te dire, il reste 5 minutes. Donc si tu veux, on finit sur cette question et puis on passera. Voilà. Alors, un exemple, bon, l'exemple typique, c'est la chasse aux sorcières, hein, les chasses aux sorcières en Europe. Hein, c'est l'exemple typique d'une entreprise étatique et scientifique de maîtrise des corps. Hein, c'est-à-dire, c'est un phénomène historique qui a touché donc l'Europe essentiellement durant, sauf erreur de ma part, durant le XVIIe siècle, hein, où en fait des centaines, voire des milliers de femmes ont été tuées, emprisonnées et torturées, euh, tant par, euh, tant par le pouvoir que par l'Église, au nom du fait qu'on considérait que ces femmes disposaient d'un pouvoir qui mettait en cause le système, notamment, notamment c'était les guérisseuses, les femmes qui mettaient au monde, qui aidaient à l'accouchement, les femmes qui vivaient seules. Bref, toutes ces femmes qui disposaient sans doute d'un savoir vernaculaire, d'un savoir qui leur était propre et qui mettaient en cause le savoir qui tendait à devenir officiel. Et donc, par une politique oui, de frayeur, une politique comment dirais-je, euh, qui visait à inquiéter, à produire la peur. euh, il s'agissait donc de faire en sorte que les femmes rentrent dans le rang et adoptent les pratiques admises, les pratiques communément admises, que sont, par exemple, progressivement la médecine moderne, des accouchements qui ne sont plus réservés qui sont plus comment dirais-je, organisés par la communauté, mais plutôt organisés par la médecine, par exemple. Donc voilà, la chasse aux sorcières, c'est vraiment un processus qui est exemplaire d'une tentative réussie de disciplinarisation des corps et de mettre les femmes, notamment, à l'intérieur de la maison. Hein, là-dessus, bien sûr, c'est l'invention des femmes au foyer, par exemple. Hein. Donc, c'est vraiment l'idée de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'espace pour les femmes qui soient en dehors de la maison, en fait. Hein. Une femme correcte, c'est une femme qui est à la maison. Et ça, c'est lié au fait qu'en fait, il faut absolument que il n'y ait pas de place dans l'espace public, parce que dans l'espace public, bah, potentiellement, ça peut être des lieux de subversion. Donc, voilà, donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais bon, il y en a beaucoup d'autres, hein, de formes de répression des corps. Hein. Un exemple, c'est notamment la, la réduction du nombre de fêtes. Hein, la réduction du nombre de fêtes. Hein, voilà, ça c'est aussi un autre exemple. Hein. Les fêtes avant n'étaient pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Hein. C'était des fêtes où chacun était acteur de l'espace. Aujourd'hui, les fêtes sont très disciplinées et organisées par le pouvoir et pour le pouvoir. Si on revient à la marchandisation du corps, au capitalisme cannibale, tu nous as fait un point un peu sur l'évolution de la perception du corps historique. Et puis, en fin de première partie, tu nous expliques en quoi nos corps, il y a 3 zones un peu, enfin, nos corps deviennent des potentiels de pièces détachées lucratifs en les découpant en 3 zones particulières. La première zone, c'est la gestation et l'enfance. La deuxième, c'est la vie adulte. Et la troisième, c'est l'état de cadavre. Et tu décris ça un peu plus en détail dans la partie suivante. J'aimerais bien, Fabrice, que tu nous racontes ces jolis contes de ce que l'on fait de ce qu'il est possible de faire de nos corps dans ces 3 grandes parties
de la vie. Est-ce que tu peux les illustrer? Parce que je doute que nous sachions le millième de ce qu'on fait de nos corps. Alors, effectivement, c'est assez pratique de diviser ça en 3 temps, parce que ça permet voilà, de bien se rendre compte du phénomène. Alors, d'abord, ce que je peux dire pour bien mesurer, pour bien mesurer qu'on n'est pas du tout dans une situation qui est anecdotique, de manière générale, hein, de manière générale. C'est-à-dire que euh, au quotidien, des centaines, voire des milliers de patients dans le monde, en France comme ailleurs, acceptent de donner des échantillons biologiques à ce qu'on appelle des biobanques, c'est-à-dire des institutions qui stockent et qui analysent, puis qui vendent ces échantillons à l'industrie pharmaceutique ou à des laboratoires de recherche. Donc, biobanques qui vendent ces échantillons pour mener des recherches sur des médicaments ou que sais-je. Donc, on n'est pas du tout dans un truc anecdotique. Pourquoi? Parce que ces biobanques représentent un chiffre d'affaires de 50 milliards de dollars par an. Pour bien se représenter ce que ça veut dire, c'est 2 fois le marché du ketchup et c'est la moitié du marché des yaourts. Hein. Le marché des yaourts dans le monde, c'est 90 milliards de dollars. Le ketchup, c'est 25 milliards. Donc, on n'est pas du tout dans un phénomène qui est anecdotique. Alors, de là, il y a de nombreuses utilisations donc, des échantillons biologiques au quotidien et pas uniquement pour des raisons de santé. Alors, dans le domaine disons, des premiers temps de la vie, disons, il y a comment dirais-je, une matière première qui est extrêmement recherchée par l'ensemble de l'industrie médicale, c'est celui des ovocytes. Ce marché est considérable dans la mesure où ces ovocytes sont recherchés pour des parents qui sont infertiles. Et notamment hein, des ovocytes sont donc achetés, notamment par exemple à des femmes de pays de l'Est. Les parents qui sont en recherche de ces ovocytes les achètent. Ensuite, des milliers de dollars, alors que ces femmes ukrainiennes sont payées 200 ou 300 dollars le don. Hein. Donc ça c'est un premier exemple, mais c'est aussi, par exemple, dans ces premiers moments de la vie, par exemple, hein, par exemple, les prépuces des nouveau-nés sont recherchés parce que ces prépuces qui sont coupés, notamment en Corée du Sud, hein, qui sont considérés comme des déchets, sont recherchés par exemple, l'industrie des cellules souches. Les cellules souches sont des cellules qui permettent potentiellement de régénérer des organes lorsque des maladies se développent. Donc, ces cellules souches peuvent être utilisées donc par l'industrie pharmaceutique. Et donc, les industries pharmaceutiques recherchent ces prépuces pour en extraire des cellules souches et donc sont récupérées en quelque sorte une fois qu'elles sont mises à la corbeille dans les hôpitaux et donc sont ensuite vendues bien sûr à l'industrie pharmaceutique. Donc ça, disons que c'est un premier niveau, un premier domaine, je dirais, qui est décisif. Bon, la deuxième zone, c'est celui qui est caractérisé par la vie d'adulte, hein, la vie où en fait les échantillons, les échantillons des adultes sont recherchés. Alors typiquement, le don de sang. Le don de sang, qu'il soit rémunéré ou non, euh, euh, engage ensuite un processus marchand. Alors là, je vais expliquer en un mot. Le sang contient un élément qui s'appelle le plasma. Ce plasma est extrêmement utile pour notamment soigner des maladies
des maladies du sang, comme des cancers du sang, comme des leucémies par exemple, ou des maladies auto-immunes. Et donc, lorsque le sang est collecté, on sépare de ce sang, on extrait donc le plasma, et le plasma est ensuite utilisé et fractionné, et fractionné pour produire ensuite des médicaments. Ce qui se passe ici, c'est que même quand le sang est donné de manière gratuite, le plasma qui en est issu et les médicaments qui en sont le résultat sont vendus. C'est-à-dire que le plasma, même issu d'un don gratuit, est ensuite vendu des milliers d'euros pour produire ces médicaments. Donc la circulation engage une marchandisation indépendamment du fait qu'il soit rémunéré ou non. Ensuite, la troisième zone qui est une zone également très, 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 très lucrative, c'est la zone, bien sûr, de la situation c'est la situation des cadavres, où là le cadavre dispose de tout un tas d'éléments extrêmement intéressants, extrêmement lucratifs. Alors là, un exemple typique, c'est celui des os. Il se trouve que, par exemple, aux États-Unis, les os de cadavres, avec l'autorisation des familles, sont retirés des cadavres, remplacés par des tuyaux de PVC. Et ces os de cadavres sont broyés pour être ensuite utilisés comme colle pour l'industrie dentaire, notamment pour coller les plombages ou comment dirais-je, excusez-moi, le terme m'échappe là, Les couronnes? voilà, les couronnes, ce genre de choses. Voilà. Donc, pour faire des boulons, des vis, ce genre de choses. Voilà. Et donc là, bien sûr, j'ai plus les chiffres exacts, mais un corps, l'intérieur du corps, les tendons, les os, tout ça peuvent être vendus des dizaines de milliers de dollars. Et Donc puis, voilà, c'est ce donc que, pardon, c'est ce que tu dis aussi dans ton livre, il y a même des crématoriums qui négocient la crémation gratuite en échange de la récupération des os, des tendons, des dents. Enfin, ce sont des fossoyeurs des temps modernes, sauf que c'est des fossoyeurs qui gagnent des milliards de dollars, parce qu'on ne parle pas de quelques dents en or arrachées en loose day dans des, dans des tombes. Est-ce que tu peux quand même donner le chiffre absolument hallucinant du plasma? Je ne sais pas si tu l'as en tête, mais là, par exemple, j'avais noté hier d'abord que par rapport aux transfusions sanguines en France, 30% des transfusions sanguines en France sont le résultat de collectes rémunérées en Europe et aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'en fait, on achète du sang ailleurs en Europe et ailleurs aux États-Unis. Et c'est aussi très intéressant dans ton livre, c'est que, et j'aimerais bien qu'on rentre là-dedans si tu veux bien, mais enfin d'abord, excuse-moi, est-ce que tu peux rappeler peut-être le plasma, si tu as les chiffres en tête, par exemple, un don gratuit en France de plasma, est-ce que tu te rappelles ce que ça rapporte aux gens qui le récupèrent? Alors, pour revenir précisément sur ce point, donc en fait, euh, euh, pour bien saisir ça, c'est qu'il faut saisir la circulation du plasma. Lorsque en France, donc on va parler de la France, donc en France, lorsque l'établissement français du sang collecte le plasma, il cède ce plasma à une entreprise publique qui s'appelle le Laboratoire français de biotechnologie. Et lorsqu'il cède ce plasma, il le cède à 100 euros le litre. Entre 47,40 € et 100 euros le litre. C'est-à-dire que le plasma coûte pour le FS entre 40 et 100 euros le litre. Le laboratoire français de biotechnologie l'achète à ce prix-là. Donc, ça, c'est un premier élément de circulation. Ensuite, le laboratoire français de biotechnologie opère tout un travail autour de ce plasma, un travail industriel de, de fabrication, d'ajout d'éléments,
bref, tout un travail de production d'un médicament dont la matière première est le plasma. Les établissements de santé, par exemple les hôpitaux, achètent les médicaments produits par le laboratoire français de biotechnologie. Donc je rappelle que le LFB a acheté ce litre de plasma entre 47 et 100 euros le litre. Il le revend ensuite aux établissements de santé à autour de 1600 euros le litre. 1600 euros le litre, par exemple. Donc il s'opère ici donc un gain de valeur quasiment de 16 fois quasiment la valeur initiale. Et ça, alors même que le sang a été prélevé de manière gratuite en France en tout cas. Donc voilà les ordres de grandeur. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais entendre, Ouais, Mathieu. si, si. Voilà les ordres de grandeur de la mise en argent, du corps. Et ce que je te propose, Fabrice, c'est que pour évacuer tout de suite tous les gens qui pourraient nous écouter et parler derrière leur écran, on ne va pas parler des autres pays, on va simplement se cantonner à la France, d'accord? Parce que la France est une exception encore dans la gratuité du don. Mais tu te consacres justement longuement on va dire, cette anomalie française, euh, parce que d'abord, ça n'est pas parce que le don est gratuit qu'il n'y a pas de l'argent qui est produit là-dessus. Ce n'est pas parce que le don est gratuit que l'État ne légifère pas de façon drastique sur ce plan-là et en fait fixe les tarifs. Et ce n'est pas parce que le don est gratuit actuellement qu'il va le rester. Par exemple, tu rappelles qu'il y a un rapport de la Cour des comptes de 2019 ou de 2020 qui pousserait à mettre fin aux dons gratuits pour rémunérer les dons afin d'optimiser justement les salles de dons. Par exemple, on a un président de la République actuelle qui jadis avait été ministre de l'économie et qui promettait que jamais, au grand jamais, les dons ne seraient plus gratuits en France. Et pourtant, quelques années plus tard, les choses sont en train de changer. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce cas typique de la France? Parce qu'il ne faudrait pas que les gens qui nous écoutent puissent considérer que d'aller à l'établissement français du sang est plus vertueux que d'aller, comme au Canada, donner son sang en échange de 50 $. Alors, il y a un préalable, Mathieu, qui est important. C'est que moi, je m'emploie à faire une critique du système, enfin, à mettre au jour ce qu'est le système et en faire une critique, mais je n'ai rien à dire sur les pratiques individuelles et sur le fait que les uns et les autres aillent donner leur sang. C'est sans aucun doute un acte très généreux. Non, non, Et mais donc, bien sûr, Fabrice, tu as raison. Et c'est d'ailleurs, je voulais te poser la question en fin d'interview, mais je te le dis de façon d'autant plus détendue que je donne mon plasma très régulièrement et mon sang très régulièrement. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ton livre m'a fait réfléchir. Voilà. bon, voilà, j'insiste là-dessus parce que je comprends tout à fait les actes individuels. Bon, par contre, effectivement, je trouve que c'est assez stupéfiant le, en fait, l'écart. Enfin, voilà, il y a un écart, en fait, il y a une sorte vraiment de grand écart entre d'un côté, je suis certain que, enfin, j'ai vu dans mes cours avec les étudiantes et les étudiants, quand de nombreux étudiants donnent leur sang, et quand on dit effectivement que ce sang ensuite est transformé en marchandise qui est vendue par l'industrie pharmaceutique, ils sont un peu comment dirais-je, au minimum surpris. Bon. Ouais, interloqué, ouais. Donc, au minimum surpris. Bon, voilà. Bon, maintenant, pour beaucoup, comme ils disent, on sait qu'on y reviendra, mais comme ils disent, ce qui compte, c'est que ça sauve des vies. Donc, bien sûr, ce que j'entends complètement. Bon. Donc, par rapport à la situation française, euh, la, euh, il y a en fait le don de sang en France est une sorte de, de référence, de référence dans la mesure où, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, un des principes fondamentaux de la transfusion sanguine a été celui de la gratuité et du bénévolat.
comme indication d'une forme de solidarité nationale, comme faisant signe du lien indéfectible entre les citoyens, et notamment entre ceux qui revenaient de la guerre et ceux qui étaient et les civils. Bon. Donc, il y a ce point de départ qui est en sorte un truc un peu indéfectible sur lequel tout le monde est très attaché, mais de fait, il y a des tentatives de mise en cause de cette gratuité au motif que, en fait, ce don est en fait très peu efficace parce qu'il ne dispose pas d'incitation monétaire. Hein, en fait, l'idée, c'est que si on rémunère des donneurs, il y aura plus de donneurs. Et plus il y a de donneurs, plus il y a de quantité, et donc plus, bien sûr, l'industrie en est satisfaite. Hein, et le modèle, bien sûr, caricatural, ce sont les États-Unis où la prise est. Donc, toi, tu parles du Canada, je ne sais plus quel est le montant, mais aux États-Unis, c'est 45 $, je crois, la prise. Hein. Bon. Hein, donc, l'idée, c'est d'augmenter la productivité. Hein. Aujourd'hui, en France, on n'y est pas encore complètement. Effectivement, il y a de plus en plus des ouvertures. Hein. Les industriels du plasma militent pour sortir de cette exception française. Mais à mon avis, c'est une discussion qui ne change pas fondamentalement le principe de la marchandisation du sang, hein, puisqu'en fait, simplement, ça serait établir une sorte de, comment on peut dire, d'une marchandisation de A à Z, en quelque sorte. Là, aujourd'hui, la marchandisation, elle a lieu uniquement après que le donneur ait donné son sang. Hein. Là, si jamais on rémunère, ça serait dès le don. Mais foncièrement, ça ne changerait rien. Le sang resterait une marchandise qui s'échange comme une autre. Oui, puis par ailleurs, que sur des fonds publics, on crée l'établissement français du sang, et que donc, avec l'impôt des Français, on prélève gratuitement un sang qu'ensuite on revend pour un prix, même s'il est modique, mais sur lequel les industriels ramassent beaucoup d'argent, ça peut poser problème en fait. Enfin, ça peut poser question, d'autant plus qu'ensuite, ces médicaments produits sont rachetés par les hôpitaux en général. Bon, il y a beaucoup d'hôpitaux publics en France, il y en a beaucoup de privés aussi, mais entre guillemets, on gagne deux fois, ou alors en tout cas le particulier ou le citoyen paye deux fois. C'est quand même toujours intéressant de le savoir, quoi. Que la gratuité, en fait, elle est peut-être payée deux fois par l'effort collectif. Euh, voilà, moi, c'est ce que j'ai appris en lisant ton livre. Je ne sais pas si j'irai plus. Je parle juste de mon cas personnel, comme ça, je n'incrimine absolument pas les autres. Je ne sais pas si j'irais plus donner mon sang si je gagnais 45 € à chaque fois. J'en suis même quasiment sûr, j'irai pas plus. Ceci étant, je ne serais pas choqué dans la mesure où dans d'autres démocraties, alors pour sortir des États-Unis, qu'on considère beaucoup comme le pire, mais par exemple le Canada où j'ai eu l'occasion de vivre, on rémunère ses dons. Est-ce que c'est choquant? Bah, je ne sais pas. En tout cas, ce livre pose la question et il est très intéressant aussi pour ça. Donc ça remet en question le fait que, contrairement à ce qui est écrit un peu partout, le corps n'est pas une marchandise. En fait, si. Mm. Effectivement, l'ensemble des exemples dont on vient de parler là. En fait, c'est bien ça, c'est que l'idée de ce bouquin, l'idée de cette enquête, c'est de dire que on ne cesse de sauter sur nos chaises en disant le corps n'est pas une marchandise, le corps n'est pas une marchandise. Toutes les institutions autour de nous le cessent de le répéter. En fait, il se trouve que clairement, désormais, comme je disais, le marché a traversé la frontière de la peau. Et donc, il y a tout un système qui se met en place, très officiel, en toute légalité, et qui ne concerne pas que des sombres pays dont on considère qu'ils n'appartiennent qu'à moitié à la civilisation,
il nous concerne, nous sommes aussi concernés par cette marchandisation et le capitalisme, en fait, a colonisé désormais l'intérieur du corps. Voilà, c'est plus uniquement notre force de travail, c'est plus uniquement la terre, l'eau ou que sais-je, c'est également maintenant ce qui est à l'intérieur de nos corps. Et l'État dans tout ça, Fabrice? Et l'État, est-ce qu'on peut pas, est-ce que l'État, ce bon père de famille, cette bonne mère, ne pourrait-elle pas nous aider à réguler ça? Comment nous protéger de ce capitalisme vorace? Tu entends évidemment à mon ton que je suis ironique parce que tu le rappelles, le capitalisme marche sur deux jambes. Je veux bien que tu rappelles justement ces deux jambes. Alors, bon, ça c'est un point qui est essentiel, c'est que ça vient beaucoup. Tu vois, tu me demandais dans quoi je m'engage au quotidien, qu'est-ce qui m'anime, en tout cas au minimum sur le plan professionnel. C'est vraiment les échanges avec les étudiants et les étudiants. Parce que quand j'ai évoqué mon travail donc, dans mes cours, quand j'ai évoqué mon enquête, beaucoup d'étudiantes et d'étudiants disaient, mais c'est pas grave ce que vous dites parce que finalement les biobanques, l'établissement français du sang, le laboratoire français de biotechnologie, bah, tout ça, en France, c'est administré par l'État. Et donc, bon, si c'est l'État, l'État nous protège, hein, l'État, ce n'est pas le marché. Bon, bon il se trouve que bah, moi, ce que j'observe, c'est que ce que j'observe dans mon enquête, dans mon travail, c'est que l'État n'a pas du tout freiné hein, la marchandisation du corps, mais au contraire a créé les conditions pour qu'elle puisse se réaliser. Ceci n'est pas très étonnant quand on connaît l'histoire des relations entre le capitalisme et l'État. Hein. C'est-à-dire que le capitalisme, qui bien sûr entend développer les forces du marché à son maximum, a besoin d'un État qui crée des conditions institutionnelles, juridiques, notamment, mais pas que, pour que le marché puisse fonctionner. Donc ça c'est l'histoire, hein, c'est l'histoire du capitalisme. Hein. L'histoire du capitalisme ne s'est pas construite contre l'État, mais c'est construit avec l'État et grâce à l'État. Hein, bon, là-dessus, il y a de nombreux travaux hein, d'historiens qui racontent ça, bon, notamment les travaux d'Alain Beer, d'Ardo et Laval. Enfin bon, ils sont très nombreux les travaux qui racontent de ça. On a tendance, en fait, en général, quand on est de gauche, à considérer que l'État est un recours, alors qu'en fait, l'État, dans l'histoire du capitalisme, n'a fait que faire en sorte que le marché puisse se développer. Et donc là, dans ce que moi j'observe dans mon travail, c'est que effectivement, l'État fait deux choses. Premièrement, il crée les conditions de la marchandisation du corps. Donc, par exemple, les prix que j'évoquais tout à l'heure hein, pour l'échange entre l'EFS et le laboratoire français de biotechnologie, ces prix sont fixés hein, par l'État, par décret, hein, entre 40 et 100 euros. Ça, voilà, ça c'est fixé par décret. Tout comme la vente du plasma, le prix de vente du plasma aux établissements de santé sont également fixés par décret. Donc, c'est bien l'État qui fixe le montant d'argent que vaut un litre ou 40 centilitres de plasma. Donc ça, c'est le premier rôle, hein, ce rôle de, de facilitateur, si on veut, ou même il assure la mise en œuvre de la marchandisation du corps. Hein. C'est lui, par exemple, qui met en place les biobanques en France, hein, à la fin, au tournant vers les années 2000. Hein. C'est lui qui crée ces institutions, qui les finance. Bon. Donc ça, c'est première dimension. Et puis la deuxième, peut-être que c'est à ça que tu voulais qu'on vienne, c'est que la deuxième, c'est que, bien sûr, il produit également l'acceptabilité de cette marchandisation, notamment parfois en l'invisibilisant ou en transformant les mots de la marchandisation pour faire en sorte en fait, qu'elle passe un peu inaperçue ou alors qu'elle devienne désirable en quelque sorte. Voilà. Donc il joue ce double rôle. Hein, il met en œuvre et il fait en sorte qu'elle soit reconnue comme légitime. Voilà. Oui, c'est à ça où je voulais en venir, mais je fais juste un petit point sur ce que tu disais avant cela. Quand on est de gauche, on a plutôt tendance à penser que l'État est notre allié, mais le simple fait enfin, que tu dises que l'État est un facilitateur ou un accélérateur du capitalisme, c'est très facile à vérifier. Juste aujourd'hui, sans aucun complot, simplement regarder
où certains de nos ministres ont passé leurs 10 dernières années de leur vie et où vont passer les 10 prochaines années de leur vie quand ils auront terminé leur mandat électoral, quel qu'il soit. Ça s'appelle du pantouflage ou des allers-retours entre le public et le privé. On le voit beaucoup. Et les entreprises privées ont tout intérêt à avoir des gens bien placés dans l'appareil étatique qu'ils pourraient faire, quand ils auront terminé leur mandat, venir siéger dans des conseils d'administration. On en a vu, un ancien Premier ministre, par exemple, à siéger dans... Enfin, bref, c'est tout à fait facile de se rendre compte à quel point il y a une porosité entre le privé et le public, et ça n'a rien de révolutionnaire que de dire ça. C'est simplement, il faut regarder les biographies, il faut aller sur les fiches Wikipédia de certains politiques, et on se rend compte que les allers-retours sont légion, tout Et simplement. effectivement, je pense que là, Mathieu, tu dis un point qui est important, c'est que, en fait, derrière ça, il n'y a pas de complot. Hein. Il y a pas, quand on dit ça, ce que tu viens de dire là, ou non, ce que je viens de dire là, il n'y a pas quelque chose qui est décidé derrière le rideau par un petit groupe de personnes qui, euh, qui utilisent l'État pour faire en sorte que les forces du marché puissent se développer. Pas du tout. Hein. On est dans des situations extrêmement explicites. Hein. Tous les documents que j'ai réunis sont publics et officiels. Hein. Il suffit de regarder par exemple, il suffit de regarder les recommandations de l'Organisation de coopération et de développement économique, hein, l'OCDE, des grandes institutions économiques internationales, qui fait des recommandations pour faire en sorte que, effectivement, le vivant, comme il appelle, hein, c'est-à-dire ce que contient notre corps, puisse servir au développement économique et que l'État doit jouer un rôle facilitateur dans ce processus. Il n'y a rien là-dedans on n'est pas en train de considérer que c'est un processus, comment dirais-je, masqué, hein, masqué et surtout de manipulation générale. Pas du tout. Hein. On est dans un processus extrêmement transparent et qui s'affirme, hein, et qui est légitime d'ailleurs. Hein. Donc légitime au sens où les gens ordinaires s'y reconnaissent. Et donc, et s'ils s'y reconnaissent, c'est bien parce qu'en fait, il y a tout un processus qui est mis en œuvre pour le rendre désirable. Hein. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord. Hein, faut bien insister là-dessus. Hein, ce que l'on dit n'est pas du tout, hein, enfin, de mon point de vue, c'est pas du tout une perspective complotiste. Hein, c'est très transparent. Il suffit d'aller sur les sites, des différents sites, même les sites gouvernementaux, hein, Ouais, ouais. pour voir que. Voilà. Ben, ni complotiste, ni révolutionnaire, ni très original. C'est simplement qu'il y a une. Alors évidemment, je renvoie à la bibliographie de ton livre, hein, qui est très dense. Euh, mais ce qui peut rendre à la rigueur l'information difficile à percevoir, c'est justement le volume d'informations qui sont échangées tous les jours, et qu'en fait, et c'est ton travail à toi, c'est très modestement ce que j'essaye de faire à un tout petit niveau en essayant de tirer quelques livres de ces milliers de livres qui sont publiés. C'est simplement que parfois, quelqu'un tire un fil, et en tirant sur le fil, la pelote vient avec, et on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses derrière une simple information. Mais effectivement, tout est public. Simplement, ça nécessite d'avoir du temps, et peu de gens l'ont. Et c'est aussi le but de cette chaîne, c'est de mettre parfois les personnes qui peuvent regarder, écouter ce qui se dit sur la piste de certains sujets. Évidemment, on passe à côté de beaucoup d'autres choses, et évidemment, ton livre est passé à côté de beaucoup de choses parce qu'on ne peut pas tout dire, et qu'on n'a qu'une vie, et qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Mais en tout cas, euh, tout est public. Il faut aller lire et prendre le temps de regarder. Et je vais ajouter une chose aussi, Mathieu, qui est important. Bon, on est dans une discussion un peu à vote pour point, donc, mais je pense que c'est important, c'est que euh, aussi bon, c'est le reproche que j'ai entendu très souvent de la part d'étudiants ou de lecteurs ou lectrices autour de l'idée que ça pourrait être complotiste. Hein, c'est un peu. En fait, le complotisme fait l'hypothèse d'une intentionnalité de groupe ou de personne. Moi, je ne prétends pas, je m'intéresse pas aux intentions des personnes. Moi, je m'intéresse à la logique du système. Et en fait, le système échappe largement aux personnes qui sont dans ce système. C'est-à-dire que, en fait, nous sommes euh, en quelque sorte mus euh, par ce système. Nous sommes dedans et c'est lui qui nous fait être comme nous sommes. Hein, et nous essayons de nous dépêtrer dans ces situations. Et donc,
l'idée de complotiste, c'est l'idée qu'il y aurait un groupe comme ça qui déciderait comme ça dans son coin. Bon, pas du tout. Hein. C'est qu'en fait, nous contribuons tous, hein, toutes et tous, à cette marchandisation du corps. Et moi, le premier. Hein, quand je vais me faire opérer, quand j'accepte que des morceaux de mon corps soient transférés dans une biobanque, j'y participe. Hein. Quand je vais donner mon sang, j'y participe. Chacun y participe. Donc, il y a pas de, il y a pas un groupe qui est au-dessus. C'est qu'en fait, nous contribuons tous à faire en sorte que la machine tourne. Et c'est ça, je pense que je tiens à préciser ça parce que sinon, à mon avis, on est vite discrédité et vite sali, en fait. Hein. Ça me semble essentiel. Euh, voilà, je veux dire ça. Non, non, tu as raison. Ceci étant dit, il est certain que les décisions, même si elles sont prises, enfin, peuvent être prises dans des bureaux et ensuite sont, comment dire, euh, euh, légiférées au niveau, dans les parlements. Mais il est évident qu'il y a des gens qui se retrouvent autour d'une table et qui discutent d'intérêts. On sait par exemple que dans l'Union européenne, je crois qu'il y a 9 lobbyistes par parlementaire. Donc évidemment que des gens ont tout intérêt à faire avancer leurs pions. Et ça n'est pas complotiste, hein, c'est pareil, on peut trouver tous les lobbyistes qui travaillent et qui envoient des délégations au Parlement européen. Hein. C'est juste, il n'est pas complotiste de dire qu'il y a 9 lobbyistes derrière, pour un parlementaire. Voilà, c'est tout. Les choses sont telles qu'elles sont. Et bien sûr qu'autour d'une table, des gens prennent des décisions et ensuite on légifère pour que ces décisions soient suivies des faits. Comme le nucléaire en France, les décisions ont été prises par 3 ou 4 personnes et ensuite ça a été développé à un échelon international et on a eu l'occasion aussi d'en parler, des essais nucléaires notamment à Tahiti et tout ça. Voilà, ça part évidemment de quelques individus qui ont des intérêts, par exemple financiers, et ensuite ça s'élargit et nous participons aussi à ce système. Je te propose qu'on revienne justement sur les discussions que tu as pu avoir avec tes étudiants et puis sur la question que tu poses. Allons-nous rester indifférents face à ce capitalisme cannibale et à la réponse de tes étudiants qui est et qui était et qui sera sans doute celle de beaucoup de gens qui pourraient nous écouter. Oui, mais si ça sauve des vies. Je l'ai dit en introduction de cette interview, Geneviève Fioraso, ancienne ministre de la Santé, dont Olivier Véran a été l'attaché parlementaire, enfin le bras droit à l'Assemblée nationale avant de devenir lui-même ministre de la Santé. Euh, Geneviève Fioraso qui a beaucoup œuvré, notamment autour de Grenoble, sur différents sujets dont tu as parlé admirablement, pièce et main-d'œuvre, disait la santé c'est incontestable. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Moi, par exemple, j'ai toujours trouvé ça contestable, par exemple, cet argument de la santé. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et comment est-ce que tu comprends le fait que collectivement, nous pensions tous comme Geneviève Fioraso, c'est-à-dire que si ça sauve des vies, alors peut-être que ça vaut la peine. Alors évidemment, cette phrase est extrêmement significative parce qu'en fait, rien n'est incontestable, hein, par définition. Hein, dans une société qui se veut démocratique, tout doit être contestable. Et donc cette phrase est effrayante de mon point de vue. Elle est effrayante parce que elle ferme le débat, elle rend impossible toute discussion sur ce que signifie la médecine moderne, la médecine industrielle contemporaine, et donc la marchandisation du corps. Euh, c'est un argument définitif. Bon, et en fait, il est effrayant et je pense qu'il faut évidemment y revenir. Alors, donc les interlocuteurs, interlocutrices avec qui j'en ai parlé en amphi, pour beaucoup ont eu ces réactions de dire, voilà, ouais, ça sauve des vies, ça réduit la douleur, ça allonge l'espérance de vie. Donc, bon, c'est incontestable que l'ensemble de ces dispositifs de marchandisation du corps permettent de réduire la douleur et de soigner des maladies. Bon, donc il ne s'agit pas de contester ces éléments décisifs. Hein. Effectivement, ces éléments sont efficaces. Hein. Il est évident que le plasma qui est transformé en médicament permet de soigner des leucémies. Bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment on en arrive
comment on en arrive à considérer qu'il faille transformer le corps en stock de matières premières pour soigner ces maladies? Quelle est la conception de la santé qu'il y a derrière? Et pour réfléchir à ça, je me suis plongé dans des travaux euh, d'épidémiologistes, de médecins de la santé publique, des spécialistes de la santé publique, pour comprendre en fait quel était le rapport à la santé que tout cela produisait. Et donc en fait, il se trouve que la marchandisation du corps et les produits qui en sont issus sont dans la continuité de la médecine industrielle, c'est-à-dire de traiter le symptôme, c'est-à-dire de traiter les conséquences de de la, des maladies, sans jamais s'attaquer aux causes fondamentales, les causes premières. Et il se trouve que les causes premières des maladies qui nous touchent, et notamment les maladies chroniques, sont des ont pour cause donc des raisons environnementales, c'est-à-dire nos modes de vie, l'air que nous respirons, l'alimentation avec laquelle nous nous nourrissons, l'eau que nous buvons, etc., etc. Et donc, pour comprendre euh, l'extension de ces maladies, hein, je rappelle dans le bouquin que euh, euh, plus de la moitié de la mortalité aujourd'hui dans le monde s'explique par les maladies chroniques. Hein, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des spécialistes hein, de ces questions-là. Hein, comme le dit Jérôme Bachet, il est probable que le capitalisme est le système. Il n'y a pas de système plus pathogène que le capitalisme. Hein, et donc, il produit énormément de maladies. Et donc, évidemment, donc si le capitalisme est responsable, en grande partie, le capitalisme n'a pas inventé les maladies, hein, mais il les accélère, il les développe. Enfin, bon, l'épisode du Covid en est un exemple. Et donc, Ou du cancer, hein. Excuse-moi, bien du sûr, cancer bien sûr, qui a bien sûr. explosé. Le cancer, on a des traces dans la Grèce antique, mais sauf que ça a explosé. Les maladies cardiovasculaires, je crois par contre que ça aussi, les anthropologues ou en tout cas les archéologues peuvent essayer de comprendre de quoi sont morts les gens. Ils ne mourraient pas de maladies cardiovasculaires, par exemple. Pardon pour cet insert, Ah non, excuse-moi. non, non, mais c'est très important. Je serais très intéressé par un partage de ces références sur les maladies cardiovasculaires. Je ne suis pas au courant de ça. Pour le cancer, oui, j'avais bien vu. Je trouve ça très intéressant sur ces maladies-là dont on nous parle beaucoup. Donc, c'est important pour qu'on prenne un peu au sérieux ce qu'on dit. C'est que il ne s'agit pas de dire que le chimiste a inventé les maladies. En revanche, comme on dit, voilà, il accélère, il développe, il favorise. Et, et le, la- quand on dit que la santé est incontestable, en fait, on dit les moyens industriels de soigner les maladies sont incontestables puisqu'ils permettent de réduire et de retrouver des solutions. Sauf que, bien sûr, ces solutions sont toujours des solutions qui sont des solutions capitalistes, des solutions technologiques, ce qu'on appelle les solutions technologiques, sans jamais s'interroger sur les causes du phénomène. Et c'est bien parce que ces causes du phénomène appartiennent au monde dans lequel nous sommes, il ne s'agit pas de les remettre en cause, hein, parce que bien sûr, ça serait complètement déstabilisant. Il ne s'agit pas de remettre en cause le système capitaliste. Hein. Bon, évidemment, le marché ne cherche pas cela. Donc, voilà, pour répondre à ta question, sur les côtés, la santé est incontestable, voilà comment je réponds à ça. C'est que, euh, voilà, on ne cherche jamais à traiter les causes fondamentales, et c'est ça, c'est bien ça qu'invisibilise la marchandisation du corps. La marchandisation du corps ne fait que nous faire croire que le capitalisme est capable de créer les maux qu'il a lui-même créé, est capable de soigner les maux, pardon, qu'il a lui-même créés. Donc voilà, c'est ça que j'essaie d'un peu mettre en évidence. Alors je crois qu'il y avait une autre partie de ta question, Mathieu, excuse-moi, elle m'a échappé. Sur, sur le bah non, non, sur le fait que c'est peut-être parce que la question était longue. Non, mais sur la allons-nous rester indifférents ou bienveillants à l'endroit de ce capitalisme cannibale, en fait? Quelle est notre responsabilité individuelle et collective? Parce que tu en parles aussi dans ton livre. En tout cas, pour moi, qui ai fait un moment partie de ce monde, la responsabilité des médias
dans l'acceptation et dans le pétrissage de l'opinion est absolument énorme. Tu en fais mention je crois que c'est la troisième ou la quatrième partie où tu parles d'un article du Monde qui parle des personnes qui ont recours à la GPA, à la gestation pour autrui. Je renvoie les personnes qui pourraient écouter cette interview à une autre interview que j'ai faite avec Marie-Joseph de Villers, justement, sur le livre Ventre à louer, une critique féministe de la GPA. Euh, et donc voilà, le pétrissage de l'opinion par le monde politique et par le monde médiatique est aussi colossal. Mais en même temps, et tu le rappelles, nous souscrivons par nos actions. Alors que faut-il faire? Je vais d'abord dire, effectivement, nous y souscrivons, mais parce qu'en fait, nous vivons dans un monde qui formate cette souscription. Hein, donc, les médias jouent un rôle, d'autres institutions comme celle dont je parle un tout petit peu, la bioéthique également produit cette acceptation. Voilà, c'est aussi parce qu'en fait, c'est confortable en fait hein, de s'y retrouver. Hein, bien sûr, ça, si on accorde vraiment du crédit aux causes environnementales, ça conduit foncièrement à remettre en cause nos modes de vie. Hein. Donc, et donc, bien sûr, ça remet en cause l'ensemble de ce dont nous vivons. Hein. Et donc, il n'y a rien de plus légitime aujourd'hui que la défense de notre confort. Hein. Stefano Boni a écrit un livre remarquable qui s'appelle Homo Confort, qui a été publié aux éditions L'Échappée, et qui rend bien compte de ça. Hein. C'est que le confort est un, est un argument aujourd'hui qui est incontestable. Il faut améliorer la facilité hein, avec laquelle nous avons accès au monde. Bon. Alors, comment s'en sortir? Alors moi là-dessus, Mathieu, je suis clair, hein, c'est que j'ai aucune piste. Hein, je n'ai aucune piste. Je pense que si nous considérons que ce monde devient invivable, il faut s'organiser et se réunir et décider collectivement du monde que nous souhaitons. Donc, je ne prétends pas du tout avoir de solution. Par contre, je dis qu'il y a éventuellement quelques branches auxquelles s'accrocher. Voilà. Quelques branches auxquelles s'accrocher, auxquelles se rattraper pour essayer d'y voir un peu plus clair, pour essayer de ne pas prendre, de sortir de la pente dans laquelle nous sommes. Quoi. Euh, alors, la première branche qui me semble très importante, c'est la branche qui euh, insiste sur le fait que le vivant, et donc le corps, et donc ce qui est à l'intérieur du corps, ne peut se réduire, ne peut être assimilé à une machine. C'est la science moderne qui a établi cette identité entre vivant et machine, alors même que dans les périodes précédentes, comme je le disais au tout début de notre discussion, cette identité, elle n'existe pas. Hein. Le vivant est irréductible, en fait, c'est le vivant. Voilà, il a sa propre force. Hein. C'est pas du tout une machine. Et donc, ça conduit à dire que une des branches à laquelle s'approchait, c'est de dire que les sciences qui aujourd'hui assimilent, réduisent le corps à une machine, pourraient être remises à leur place, non pas pour évacuer la science, évacuer les découvertes, évacuer tout ce qu'elle nous permet de comprendre, mais qui permettent une science qui permette de comprendre le vivant pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour ce qu'il est euh, en tant que processus, processus incontrôlable, indéterminé, imprévisible, autonome, et qui donc nous va sortir de l'idée que ce corps soit une machine. Et donc ça, c'est quoi l'idée? C'est bien sûr, il y a beaucoup d'auteurs qui travaillent là-dessus. Moi, un auteur que j'aime beaucoup, qui donne beaucoup de pistes là-dessus, c'est voilà, il y a mon fils qui arrive derrière, qui s'appelle donc Bertrand Loire. Loire, ouais, que tu Voilà, cites abondamment, c'est vrai. voilà, exactement. Qui est un auteur remarquable. Et bon, bien sûr, il y a aussi Bernard Amzalag. Je ne sais plus le nom le prénom, mais voilà, c'est des auteurs qui ont une autre perspective des sciences, qui sont des gens extrêmement sérieux. Hein. Bon, Amzalag était un physicien, je crois, un biologiste de mon souvenir. Enfin, voilà, c'est des gens qui conçoivent le vivant autrement. Et donc, je crois que c'est une des branches à laquelle on peut s'accrocher. Et euh, la deuxième branche, c'est celle de ce que
d'une perspective que tu as d'ailleurs que tu as mis en avant dans ta chaîne, dans une vidéo, hein, c'est la perspective écoféministe. Ouais. Et donc, pour moi, c'est vraiment une piste très importante, et notamment la piste, celle qui est défendue par Maria Mayos, M-I-E-S, hein, qui défend une perspective de la subsistance et qui considère que le corps est le premier site que l'individu doit maîtriser, sur lequel il doit être autonome. C'est le lieu, en quelque sorte, de matériel que nous devons arriver à maîtriser pour arriver à sortir de l'aliénation. Et ça passe notamment, bien sûr, par la maîtrise du soin, par exemple, la maîtrise de l'entretien de son corps, hein, c'est-à-dire la connaissance de l'entretien de son corps, la connaissance collective, hein, ce n'est pas uniquement un truc individuel, hein, c'est quelque chose de collectif, et qui puisse mettre de côté ou mettre à sa place la médecine industrielle. Donc, ça veut dire quoi, mettre à sa place la médecine industrielle? C'est-à-dire que d'abord, ce sont les communautés, les individus eux-mêmes qui sont en mesure de gérer l'entretien de leur corps. Et non pas d'abord la médecine, à qui on délègue en fait l'entretien de notre corps. Donc voilà les deux pistes, à mon avis, qui je trouve très, très intéressantes, parce que c'est une perspective qui considère que le corps est en quelque sorte un espace, un lieu sacré d'un point de vue séculier, hein, c'est-à-dire c'est un lieu, c'est un endroit, c'est un phénomène, c'est une réalité matérielle qui mérite d'être respectée parce que c'est le lieu du vivant. Et donc, en ce sens, et on ne peut pas le traiter comme quelque chose d'inerte et comme simplement des marchandises qui vont s'échanger sur un marché et stockées simplement dans des dépôts. Voilà. Et moi, ce qui me marque après la lecture de ce livre, après la lecture de Ventre à louer, après toutes ces lectures et ces rencontres, tu en parles aussi dans ton livre, mais la lecture de Némésis médicale d'Ivan Illich est absolument fascinante. Absolument fascinante. J'encourage vraiment les gens à prendre le temps, crayon à la main, de se farcir ce texte, parce que c'est très, très intéressant. Même s'il date des années 60, moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas pris une ride. Il y a quelques chiffres qui ont un peu bougé, mais dans l'ensemble, le propos est très juste. Mais tout ça, pardon pour cette insert nouvelle, mais tout ça pour dire que moi, ce qui me marque, c'est que nous sommes nos corps. Et qu'en fait, on a trop tendance à l'oublier. Mais en plus, c'est janvier, nous sommes le 17, au moment de l'enregistrement. À chaque fois qu'on se souhaite une bonne année, on se dit et surtout la santé. Mais cette phrase qui est devenue commune, en fait, on se rend compte à quel point elle est fondamentale pour de vrai quand on tombe malade. Et c'est là où on se rend compte que même si on a toute la force mentale qu'on veut, de toute façon, si tu as mal à la cheville et que tu ne peux pas marcher, bah, tu vas devoir avoir des béquilles et mentalement, tu vas être éprouvé. Et donc, nous sommes nos corps et une bonne santé est d'abord une bonne santé physique. Et dans le physique, il y a le psychique parce que c'est un tout. Euh, Pardon pour ces platitudes, mais à chaque fois que je lis des textes comme les tiens, j'y pense à chaque fois. Et puis tu dis que tu n'as aucune solution. Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que, en fait, personne n'a la solution en vrai. De notre côté, celui, on va dire, des anticapitalistes et des industriels, comme de l'autre côté. De l'autre côté, ils ont des solutions, mais c'est des solutions technologiques, mais ce n'est pas vraiment les leurs. Mais moi, je trouve qu'à la lecture de ton livre, il y a des solutions qui viennent. On peut, par exemple, traîner un peu des pieds. On peut faire un peu moins, on peut refuser certaines choses, on peut décider que le corps, si jamais un jour on a des enfants, le cordon ombilical de nos enfants n'aille pas dans une biobanque pour servir ensuite à rajeunir des corps de personnes. Enfin, on peut essayer de faire des choix, on peut lire les textes qu'on nous fait signer avant de donner notre accord les yeux fermés, par exemple. Et puis au moins on sait. Et savoir, c'est pouvoir.
en partie. Donc, non, je trouve que ton livre apporte quelques pistes de réflexion et de solutions. En fait, moi, je suis très sensible aux choses que tu as dit là, parce que c'est très important. Bon, déjà, je pense que s'il y a bien un bouquin, avant de lire le mien d'ailleurs, hein, je ne suis pas prioritaire, hein, mais c'est effectivement le livre Némésis médicale d'Illich est fondamental. On peut pas, on ressort de ce livre complètement transformé. On comprend quelle est la conception de la santé qui prédomine aujourd'hui, parce que c'est ça ce que tu disais quand on dit que la santé est incontestable, c'est parce qu'en fait, il y a une quête de la santé parfaite aujourd'hui. Ouais. Hein. Il y a une sorte de refus de notre condition de mortel. Quand on dit que la santé c'est incontestable, en fait, il y a en creux, il y a l'idée, bien sûr, de réduire la souffrance, mais aussi de repousser les limites, hein, de l'espérance de vie. C'est ça qu'on dit. Et comme le dit très bien une autrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Célia Isoard, en fait, c'est la quête d'une condition extraterrestre. Hein. C'est sortir de notre condition humaine, hein, qui est définie par le fait que nous sommes des mortels. Et donc, il dit bien ça, c'est que la santé, ce n'est pas la quête d'un état de bien-être. De complet bien-être, comme le dit l'OMS. La Voilà, définition de exactement. la santé, c'est ça, hein, un état de complet Exactement. bien-être. Complètement, c'est pas du tout ça. Ça veut rien dire. Ça veut dire c'est un horizon qui est inatteignable. Alors que Ivan Illich par exemple dit bien que voilà la santé c'est d'abord un bien-être précaire que l'on sait temporaire et fragile. Bon. Et c'est bien. Et quand on dit ça, nous avons tous eu des malades autour de nous. Évidemment, c'est terrible quand quelqu'un est malade. Ça ne veut pas dire qu'on souhaite que quelqu'un soit malade. Il s'agit juste de reconnaître Ben que non. c'est notre condition. Et souffre, et c'est insupportable de voir la souffrance des autres aussi, et de voir Bien la sûr. souffrance des gens qu'on aime, ou même pas, parce qu'on est humain et on n'aime pas voir les autres souffrir. Mm. Cette Exactement. discussion n'est pas une apologie de la souffrance, et Némésis médicale n'est pas une apologie de la souffrance. Pas Non, du non, tout. pas du tout. Pas du tout. Par contre, c'est effectivement une discussion sur qu'est-ce que ça signifie souffrir et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ayons une tolérance euh, sans doute moins forte qu'avant, à l'idée que notre corps se signale à nous et donc qu'est-ce que ça veut dire quand nous souffrons, hein, en fait, quand nous souffrons, c'est notre corps qui se signale à nous. Qu'est-ce que ça veut dire quand notre corps se signale à nous? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, nous le tolérons de plus en plus difficilement. Pourquoi? Parce que en fait, tout le processus de notre rapport au corps est un processus où en fait on cherche à ce que notre corps ne se signale plus à nous. Hein, un corps on doit absolument le maîtriser. Effectivement, quand nous souffrons, nous ne maîtrisons pas notre corps. Voilà, et puis, merde, tu as dit autre chose après Illich, tu disais, euh, excuse-moi, bon, là, ça m'a échappé, mais oui, alors, effectivement, il y a des solutions enfin, très individuelles, pas que individuelles, d'ailleurs, parce que c'est collectif, hein, bon, le mouvement de la décroissance le reflète, hein, c'est-à-dire faire moins, effectivement. J'aime bien l'idée de freiner des pieds, effectivement. Freiner des pieds, ça peut être c'est aussi une piste, effectivement. Effectivement, tu as raison. Et savoir, voilà. On a les informations. On peut, si tu veux, aborder un dernier thème. Sinon, on met un terme parce qu'on va pas non plus balayer tout le livre. Il faut quand même que les gens en aient un peu pour le peu d'argent qu'il coûte. Euh, mais ce dont tu parles aussi dans le chapitre justement sur l'arnaque bioéthique, euh, enfin le bluff, pardon, le bluff bioéthique, qui est un renvoi au bluff technologique de Jacques Ellul. Euh, c'est évidemment très intéressant qu'en fait on se rend compte que la bioéthique et les comités ne sont là que pour entériner les avancées de la recherche et les avancées du capitalisme, et qu'elles sont là un peu pour rassurer la personne effrayée ou la personne qui serait opposée à ce qui se passe. Mais si tu veux, on peut conclure notre entretien au terme de l'écriture de ce livre. Euh, euh, alors évidemment, le Covid est loin derrière nous. Il n'y aura absolument plus de pandémie. De toute façon, on n'a plus de ministre de la Santé attitré. Donc comme ça, c'est parfait, ça règle le problème. J'ai trouvé ça très intéressant, d'ailleurs, ce nouveau gouvernement, même si c'est un peu l'écume des jours, il y a des petits signes, des petits signaux comme ça que je trouve intéressants. Bref, au terme de l'écriture de ce livre et
l'avenir qui se profile, qui n'est pas forcément très heureux, ce qui ne nous empêche pas de rire et d'avoir une vie heureuse, mais les perspectives ne sont pas très enthousiasmantes. Qu'est-ce qui te fait marcher, toi, au quotidien? Comment est-ce que... Parce qu'on ne doit pas sortir indemne de l'écriture d'un livre comme ça, de toutes ces connaissances, de... Qu'est-ce qui te fait marcher, toi? Alors, pour tout te dire, cette question, elle, je l'ai compris de deux manières. Donc, il y a la première manière au sens figuré. Hein, qu'est-ce qui me fait marcher? Donc, qu'est-ce qui m'anime? Ce qui m'anime foncièrement, donc ça c'est au sens figuré, donc ce qui m'anime. Donc, foncièrement, ce qui m'anime, c'est euh, de ne plus prendre les vessies pour les lanternes. Voilà. C'est d'aller derrière le rideau, d'aller derrière les salades qu'on nous raconte au quotidien. Voilà. Moi, ça, c'est vraiment un truc qui m'anime, c'est de mettre au jour, c'est le projet de la sociologie, hein, c'est très original, hein, c'est mettre au jour les, euh, les, les logiques profondes qui sont masquées par des discours. La bioéthique en est un, mais pas que la bioéthique, hein, euh, par des discours qui nous sont servis au quotidien, tant par les médias que par le système politique. Bon, bref, donc voilà, ça voilà, c'est comme ça que je l'ai compris, voilà, dans un premier temps. Et puis le deuxième, en fait, spontanément, quand tu dis ça, tu me dis aussi qu'est-ce qui fait marcher au sens propre, c'est-à-dire Mhm. qu'est-ce qui fait que j'aille marcher. Et donc là, en fait, je crois que quand je vais marcher ou quand nous allons marcher en famille, je crois qu'il y a, c'est très lié d'ailleurs peut-être à ce que je lis, à ce que j'ai écrit, et ce qui est d'ailleurs peut-être lié au sens figuré aussi d'ailleurs, c'est l'idée de se retrouver. Voilà. L'idée de quand moi je marche tout seul, je me retrouve. Donc il y a une sorte de se rassembler dans un espace, en l'occurrence quand on va marcher, c'est souvent en forêt à côté de là où j'habite ou à la montagne, c'est l'idée de se rassembler face au bruit du monde qui en fait est assourdissant. Donc, voilà, les deux sens, le sens propre et le sens figuré, sont connectés. C'est-à-dire que parfois j'ai besoin de marcher pour comprendre comment ça marche. Voilà. Pour répondre à ta question directement. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Bon, bah écoute, on va te souhaiter alors de grandes et longues marches. D'ailleurs, je crois que c'était Nietzsche aussi qui marchait plusieurs heures par jour pour, euh, pour réfléchir un peu à ce qu'il allait écrire. Ou Goethe, je sais plus. Bref, non, peut-être les deux. Peu importe. On te souhaite de longues marches, euh, mais pas chinoises, pour faire un petit jeu de mots. Et puis encore de beaux livres et de beaux textes à venir. Est-ce que tu travailles sur un projet particulier là, ou est-ce que tu es consacré à fond dans tes cours et dans la défense de ce texte? Bon, j'ai fait le choix de laisser mûrir des choses qui vont arriver plus tard. Donc là, je me consacre effectivement à refaire mes cours, à parler avec des gens comme toi de mon bouquin. Et je pense que d'ici quelques mois, je me relancerai sur un autre projet, sans doute. Voilà, sans doute un autre projet. Mais là, c'est vrai que c'est un livre, ça prend beaucoup d'énergie hein, d'écrire un livre. Hein, donc, Ouais. mais par contre, je suis sorti indemne hein, de la lecture de l'écriture de ce livre. Hein, D'accord, ok. ça m'a pas retourné. Hein, mais il faut laisser un peu reposer avant de pouvoir remonter sur le cheval. Je vais sans doute l'année prochaine, je me lancerai dans quelque chose de nouveau. Eh ben, on aura hâte de lire ça. Et puis, en attendant, bon vent à ce texte et vraiment que les personnes qui tombent sur notre interview se précipitent pour le lire, et le découvrir et en parlent autour d'eux parce que c'est très intéressant et c'est en parlant ensemble qu'on peut déjà réfléchir à ce qu'on souhaiterait voir advenir ou ne plus cautionner. Voilà. En tout cas, c'est très agréable de avoir le temps de pouvoir discuter et développer. J'espère que j'ai été clair, mais de pouvoir discuter,
d'argumenter, de prendre le temps. C'est vraiment très précieux.